Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent, le Meeple Vert, et Anto des jeux des livres. bienvenue, c'est le débrief ludique après quelques lundis où on a un petit peu zappé l'émission puisqu'il y avait pas mal de jours fériés où on était occupé. Donc, le débrief ludique, c'est quoi? C'est une émission où ensemble on va vous parler des jeux de société auxquels nous avons joué. On va aller sur Maludo pour regarder un petit peu la fiche de chaque jeu. On va vous les présenter très sommairement et puis surtout, le principe, c'est de vous donner tout simplement notre avis, notre ressenti sur les jeux. Et on va commencer tout de suite, sans plus attendre. Et salut Max, bienvenue. Donc si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à venir sur Twitch également, pour pouvoir discuter avec nous en direct des jeux qu'on va vous présenter. Et avec ce premier jeu dont on va vous parler ce soir, c'est Bella Vista, qui est juste derrière moi. Voilà, il est là. Je le prends ? Si tu veux. Allez. Ça va faire une belle case vide derrière, c'est pas grave. Bella Vista, 2-4 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ d'une 30aine de minutes. On avait déjà fait une première partie à Cannes, et là on y a rejoué à tête reposée à 2 joueurs, et on est plutôt content. Moi en tout cas j'aime beaucoup Bella Vista dans ce principe où on va créer en fait une map avec des terrains différents, et sur cette map on va y poser tout simplement des bâtiments en respectant des contraintes et des objectifs. Le but est tout simplement de marquer le plus de points en fonction de chaque bâtiment qu'on va positionner sur un quartier de la ville. Il va y avoir un système un petit peu d'initiative avec des cartes qu'on va jouer. Suivant les cartes qu'on va jouer, ça indique les bâtiments qu'on va poser. On va pouvoir les positionner à certains endroits de notre choix, mais le tour de jeu va se faire avec le plateau. Alors je ne sais pas si on va voir des photos. Hop, voilà, donc ça c'est les cartes donc de bâtiments, par exemple le bâtiment numéro 4, le bâtiment numéro 1 pour le joueur bleu qui a donc tous ces bâtiments en 3D devant lui, et suivant l'ordre du tour, donc l'ordre du tour il est défini ici, donc ce sera le premier joueur qui posera son bâtiment, le rouge, après le jaune et après le bleu. Dans un autre tour, une autre phase de jeu, on va positionner ces cartes ici, face cachée. Donc le joueur bleu jouera au prochain tour, il jouera en premier, il pourra poser son bâtiment numéro 3. Mais il aura fallu qu'il paye 3 pièces. Et c'est ça qui va définir l'ordre du tour, en fait, en fonction des pièces qu'on va dépenser pour se positionner à un certain endroit. Donc il y a toujours également ces cartes-là qui sont des contraintes. Là, par exemple, la contrainte, c'est qu'on va devoir placer des bâtiments sur tel type de terrain sur le quartier. On le retrouve ici sans les cartes. Et donc les quartiers, en fait, on le voit sur une photo, je l'ai vu, voilà, c'est ça. Donc il va y avoir une rivière qui va être positionnée, il va y avoir également des parcs, et les contraintes vont être de positionner ou de ne pas positionner autour de la rivière ou autour des parcs ou sur certains types de quartiers qui sont identifiés par des couleurs et des symboles, tout simplement. Et c'est plutôt malin parce qu'on va gagner des pièces, donc des points de victoire tout au long de la partie et en fonction des objectifs qu'on aura mis en début de partie. Donc, et tout au long de la partie. D'ailleurs. Et tout au long de la partie. Et donc voilà, par exemple, une fin de partie, à quoi ça pourrait ressembler vu du dessus. C'est plutôt... Il y a beaucoup de choses en fait sur le plateau, puisque c'est vraiment en 3D comme ça, mais ça reste assez quand même relativement assez lisible. C'est très lisible. On reconnaît de suite les différents quartiers au niveau des couleurs, et c'est facilement identifiable les quartiers, les bâtiments au niveau des couleurs, etc. Ouais. L'édition est top, vraiment superbe, avec cette boîte avec un tiroir où on va pouvoir ranger tous les bâtiments de chaque joueur avec les cartes également. Oui, l'édition elle est incroyable. Ouais. Oui, ça c'est magnifique, cette boîte qui s'ouvre et on a tous nos bâtiments en 3D, tout bien rangé dans la boîte, ça c'est extra. Ouais. Donc, l'édition est magnifique, le jeu est extrêmement plaisant. Bien casse-tête comme il faut, sans être non plus trop pénible. C'est pas prise de tête en fait, voilà, ça fait réfléchir. C'est pas trop prise de tête. Et puis il y a un effet un petit peu aussi de prise de risque, un peu aussi opportuniste.
Donc voilà pour Bella Vista, qui est édité chez Studio H. C'est un jeu de Andrea Menini et Bruno Catala, illustré par Cyril Bertin et Weirdloop. Oui, je pense que tu as dit qu'on était content parce qu'effectivement, ça nous avait bien plu lors de notre essai à 3. Et finalement, on l'a joué à 2 et on est content parce que, en fait, à 2, ça marche aussi bien qu'à 3. Ah oui, bien sûr. Voilà, Ouais. c'est pour ça qu'on était quand même satisfait que le jeu était aussi concluant à 2 qu'à 3. Ouais. Alors à 2, vous allez avoir plus de bâtiments parce que vous allez jouer avec, avec 2 couleurs, mais vous allez les identifier à votre propre couleur. Oui, avec 2 types de bâtiments. Ouais. Oui. Voilà pour Bella Vista. Je te laisse le remettre. Et oui, parce qu'autrement on a une galaxie vide. Voilà. Alors. Oui, comme tu dis, Max, ils sont toujours très forts dans l'édition. Oui. C'est magnifique, hein, Tudico, c'était superbe. Leaders. Ouais. Puisqu'il y a ce petit tiroir dans la boîte. Ouais, là en ce moment ils nous gâtent au niveau de éditorialement, puis même voilà, des super auteurs. C'est très joli, enfin vraiment top. Et la mécanique est bien. Ouais. En suivant, on va vous parler de Hero. On vous en avait rapidement parlé également avec Loli pour les sorties de la semaine, qui, je le rappelle, est tous les jeudis soirs, en direct également sur Twitch. Donc Hero, c'est un petit tableau building. Oui, c'est un tableau building. Et comme on vous avait dit avec Loli, la comparaison, elle va être, je pense, assez souvent évoquée quand on va vous parler de Hero ou quand d'autres personnes vont vous parler de Hero. Souvent, ça va être la comparaison avec Château Combo. Puisque, effectivement, il y a ce tableau building de cartes avec des personnages. Et en fonction de si on arrive à créer des combinaisons de lignes ou de colonnes, on va pouvoir activer des personnages et tout simplement gagner des pièces. Oui, on active les pouvoirs des guildes. Celui-ci va peut-être effectivement un petit peu plus loin que Château Combo, puisque il va y avoir un système où, vous voyez, les petites cartes, en fait, elles ont sur les 4 côtés, elles ont des petites encoches de couleurs, et quand on va avoir 3 cartes en ligne ou en colonne, avec au moins une même cartouche de couleur, on va pouvoir activer soit l'un ou soit l'autre, ou même les deux si on arrive à avoir les 2 couleurs côte à côte ou l'un en dessous de l'autre. Ça se déroule en plusieurs phases, alors qui est très bien répertorié sur notre plateau perso, puisque notre plateau perso va nous servir également de compteur de magie et de technologie. Ouais. Et suivant le niveau, ça va avoir de l'influence sur certains effets et certains pouvoirs de cartes. Alors, j'ai pas du tout mes lunettes, donc je ne suis incapable de lire ce qui est indiqué sur le plateau. Oui. Mais voilà, ça se déroule en plusieurs phases dans lesquelles on va choisir plus ou moins de cartes qu'on va vouloir jouer dans notre tableau building. On peut jouer de 0 à 2 cartes. Suivant, si on en prend 2, on ne dépense pas, par contre on récupère 2 pièces. Et si on en pose 2 cartes, on va devoir les payer au tarif plein. Par contre, si on n'en pose qu'une seule, on va la payer avec un tarif de moins une pièce. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir éventuellement appliquer des effets de pose de cartes qui vont nous permettre encore une fois de gagner soit des points, soit de la force, on y revient juste après, ou alors du niveau de technologie ou de magie. Et ensuite vient la phase de force. Donc là, tout simplement, on va regarder par rapport à tous les joueurs, on va regarder les cartes qui sont positionnées le plus haut dans notre tableau building. Là, je vous fais défiler les différentes familles. On le voit pas, bon c'est dommage. Donc là voilà, sur le dos de boîte on voit par exemple, on va regarder toutes les cartes qui sont les plus hauts sur nos colonnes, en sachant que c'est un tableau de 3 par 3. Là par exemple, ça serait ces 3 cartes qui sont les plus hautes de chaque colonne. On va comptabiliser le nombre de points de force
sur les 3 cartes qui sont en haut. Puis on va regarder qui a le plus de force parmi tous les joueurs. Et suivant le nombre de joueurs, il y a un système de petit scoring qui va s'effectuer. Celui qui a le plus de force, il va remporter tant de points. Celui qui est en deuxième, tant de points, etc. Donc ça, c'est pour la phase de force. Puis ensuite vient une autre phase, c'est celle de... de technologie? Non, où on va créer, en fait, on va produire, voilà, c'est la phase de production, on va produire nos ressources, puisqu'il y a certaines cartes, toujours avec des petits icônes qui vont nous dire, bien, vous produisez tant de technologie, vous produisez tant de magie, etc. Puis vient, encore une fois, la phase de revenus, où là, on va prendre 3 pièces, plus les revenus de certaines cartes. Et ensuite, eh bien, on va calculer eh bien, les points de victoire. Parce qu'il y a des points de victoire sur les cartes. Tout au long on active les symboles avec victoire des cartes. Ouais. Donc il y a plusieurs phases qui sont très bien répertoriées sur chaque plateau. Oui, et puis c'est très rapide chaque phase. Ça se joue en simultané, donc tout le monde va jouer ses cartes un petit peu. On a l'impression que c'est lourd, mais en fait pas du tout. Il y a un système de... au début, de un certain nombre de cartes qui est distribué, puis on va les jouer, on va les drafter. Voilà, donc je vous montre un petit peu vite fait les différentes familles. Les illustrations sont superbes. Oui, Max, tu nous dis ça peut freiner certaines personnes qui ne sont pas du tout sensibles à l'esprit manga un peu classique. Ah oui. Mais moi, je trouve que c'est, comme tu dis, Flo, je trouve que c'est très kawaii. Oui, c'est super. Moi, j'aime mignon. beaucoup. Je suis très sensible à ces illus. Moi, ça me freine pas du tout. Ah non, pas du tout. Au contraire, moi, c'est ce qui m'a donné principalement envie de jouer. Ouais. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout ce style. Après, ça, c'est les goûts et les couleurs, j'ai envie de te dire. Mais après, le jeu est bien. Le jeu est bien. Ah oui. Alors moi, ma première partie, je l'ai un peu subie, toi, mais bon... Tu t'es un peu ennuyé. Ouais, je me suis un petit peu ennuyé parce que j'avais pas trop... Bah, j'étais un petit peu peut-être aussi fatigué, qui fait que voilà... Et j'avais pas... Il y a des éléments, des fois, que j'avais un petit peu zappé, notamment au niveau des points de force qu'on calcule ici, de tous les joueurs. Et ça ne prend en compte que les cartes qui sont situées au-dessus. Donc je suis un petit peu mal parti sur mon début de partie. Et ce qui fait que ça a un petit peu joué sur tout le déroulé de la partie. Donc Hero se joue de 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ une trentaine de minutes. C'est édité chez Don't Panic Games, c'est un jeu de Mosato Uesugi et illustré par Takashi Kono. Oui, donc c'est bien un jeu japonais. Ouais. Oui, tu t'es un petit peu ennuyé, toi, mais moi j'ai passé, et les autres personnes autour de la table, on a passé une très très bonne partie. Donc je pense qu'il faut pas s'arrêter à un tirage des cartes parfois malheureux, beaucoup de hasard quand même dans la pioche, donc du coup des combos qui ne se font pas, mais après on était 4, toi t'as été le seul, ça n'a pas très bien marché. Après, tous les 3, on a vraiment beaucoup apprécié. Ça combotait bien tout au long de la partie, c'était très agréable. C'est très nerveux. Ah oui. On joue... tous en simultané. Oui, et puis on joue 9 cartes. C'est du 3 par 3. Ouais. Voilà, ça va très vite en fait, les phases. Bon, tu as ça, oui, tac, on calcule très très vite les points, les pièces, les revenus. Tout ça se fait très rapidement, c'est nerveux. Non, c'est bien. Et il faut pas hésiter, en fait, et c'est ce qui m'a freiné, piocher. à renouveler, parce que dans chaque début de phase, on a des cartes en main, on peut les défausser pour en repiocher 5. Donc ça, il faut pas hésiter. Pour qu'il y ait des bonnes synergies, en fait. Plutôt que de se dire, effectivement, cette carte, elle est bien, je vais la garder. Oui, mais si tu ne peux pas la jouer assez rapidement, en fait, au final, ça sert à rien parce que la carte que tu gardes, tu la gardes et ça te fait une carte à moins, tu peux pas et tu pourras pas la jouer. Du coup, ça te fait, ça t'offre moins de possibilités. Donc voilà, c'est le petit conseil, c'est tout simplement de ne pas rester ancré sur des cartes qu'on a en main. Il faut pas hésiter en début de phase, défausser certaines cartes pour en renouveler sa main de cartes. Moi, la qualité des cartes, non, j'ai pas spécialement remarqué. Non, la qualité d'édition est plutôt bien. On n'a pas noté. Ça m'a pas choqué. Qualité de la boîte, non, parce qu'elle est, elle s'ouvre comme ça avec. Alors, je vous montre peut-être comme ça. C'est une petite boîte qui est aimantée avec comme ça. Moi, je trouve que c'est très très bien édité, pas de problème. Hop là. Oui, c'est bien. Ouais. Hop.
Allez. J'ai changé la couleur du chat parce que c'était marqué en noir. Du coup, le chat ne s'affichait pas. On voyait pas les messages. Ouais. Voilà. En suivant, c'est Spooky Tower. Pareil, celui-ci, on y avait joué également à Cannes. On s'était bien amusé. Oui. Et bien, on y a rejoué et on s'est tout autant bien amusé. Oui, en fait. ça confirme. Ouais. C'est très accessible, assez simple. Mais il y a des petites... on sent qu'il y a quand même une marge de progression, en tout cas une courbe de progression assez importante, puisque dans Spooky Tower, vous allez tenter de capturer des fantômes suite à la tour, l'horloge qui s'est brisée et qui renfermait à l'intérieur les fantômes du village. Donc il va falloir les rattraper. Partir à la chasse aux fantômes. Exactement. Donc c'est de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ de trentaine de minutes. Comment ça se joue ? Ça se joue très simplement, on va avoir une petite mise en place, c'est dommage qu'on n'ait pas de photo, mais sur le dos de boîte, peut-être on peut vous le montrer comme ça. Vous allez avoir un petit tableau de cartes qui va être posé au centre de la table, donc disponible pour tous les joueurs. Elles sont toutes numérotées de 1 à 12. Et 6 paquets. 12 paquets. Et il va y avoir une tour à dés. Et à chaque tour, le joueur-joueuse va tout simplement lancer les dés. Et les résultats obtenus vont lui permettre d'aller tout simplement prendre une carte qui est disponible au centre de la table. Donc si je fais un 1 et un 5, par exemple, je peux prendre la carte 1, je peux prendre la carte 5 ou je peux prendre la carte 6. Au fur et à mesure de la partie, donc on va accumuler des cartes. Mais ces cartes-là, elles sont pour l'instant dans notre... pas dans notre main, mais dans notre zone de jeu, mais elles ne sont pas activées. Et on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette carte. Pour pouvoir le révéler et l'activer, il va falloir faire de nouveau la même valeur. Si je reprends mon exemple, si j'ai pris par exemple une carte 5, donc je l'ai mise sur mon plateau perso, pour pouvoir retourner cette carte et l'activer, il va falloir que je fasse un autre 5. Et là, je pourrais choisir de retourner la carte. Au dos de ces cartes, il y a des probabilités qui sont indiquées. Soit c'est un fantôme, soit c'est des lampes torches, soit c'est des horloges, soit c'est des jetons relancer le dé. Il y a plein de petits trucs comme ça, je passe des détails. Oui, t'as pratiquement tout dit. Le but, c'est tout simplement donc de retrouver des fantômes qui sont donc derrière ces cartes, mais on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière ces cartes. Donc on va essayer de regarder un petit peu ce que les autres joueurs ont déjà pris, voir si ça vaut le coup d'aller chercher cette carte, en sachant que peut-être un joueur aura déjà révélé un fantôme, donc il y a moins de chances, ou pas. En fait, c'est le contraire. Ouais. Peu importe. Ça va dépendre en fait surtout des valeurs de cartes. Par exemple, vous imaginez bien que les cartes du paquet numéro 12, il y a forcément 2 fantômes derrière. Celle-là, ça vaut le coup. Mais faut-il faire un 12. Et ouais, c'est ça qui est plus compliqué. Donc voilà, c'est plutôt rigolo, c'est un petit peu une course, parce que dès qu'un joueur a trouvé 5 fantômes, il remporte la partie. Donc il y a aussi les bouquins, aller fouiller dans la bibliothèque les bouquins pour révéler un fantôme. Il y a également avec les lampes torches, aller explorer le parc pour également trouver des fantômes. Oui. Donc c'est des moyens supplémentaires pour trouver les fantômes qui pourraient être en dehors des cartes que vous avez au centre de la table. Il y a les animaux aussi. Voilà, que vous allez pouvoir vous piquer, les animaux. Donc c'est chez Repos Productions, c'est un jeu de Corentin Lebras et Jonathan Favre-Godal, illustré par Apolline Etienne. Mais c'est très bien, ouais. Spooky Tower. Oui, c'est rapide, c'est tranquille, on rigole bien, on lance les dés, on se dit « Allez, moi j'ai envie de cette carte, mais pas du tout, donc je me rabats sur autre chose. » mais qui sera tout aussi bien. Enfin voilà. On se pique les fantômes. Ouais. Non, c'est chouette. Non, vraiment, on a passé de bons moments avec ce jeu et on le ressortira très régulièrement. Et je pense que même avec des personnes qui ne jouent pas spécialement, il peut être tout à fait adapté. Je pense que c'est un jeu que je pourrais très bien proposer à mes collègues. Clairement.
Ouais, c'est très familial, chill. C'est Comme ça, tu c'est dis, quand Max. c'est vraiment, tu te prends pas plus la tête que ça, tu réfléchis juste un petit peu, mais après il y a un Oui, petit peu le hasard des dés, donc qui c'est fait que rigolo, c'est rigolo. tu peux adapter une Mm. stratégie ou pas, ou tu peux te la jouer Oui. tranquille. Tu paries sur les résultats Mm, et les probas. exactement. Green Invaders. Celui-ci, il n'est pas encore sorti, mais on y a eu accès. C'est la version prototype. Ouais, enfin la version Pratiquement finie. pré-prod. Ouais. Donc là, on a quand même une boîte qui est quand même pas mal aboutie. C'est sensiblement la même chose que vous aurez en boutique. Il se joue soit à 2 joueurs, Mhm. soit à 4 joueurs. La mécanique de base est faite quand même pour être jouée à 2 joueurs. Nous, première partie, pif, on a fait 4 joueurs. Voilà. C'était génial. 2 équipes de 2. 2 équipes de 2. On s'est vraiment... moi, je me suis super Oui, bien amusé. on J'ai s'est trouvé vraiment- ça vraiment... Voilà. C'est tout Spoiler con. alert, on s'est beaucoup amusé. Mais c'est tout con, vraiment, parce que ça reprend le principe du morpion Ouais. avec, Avec des pouvoirs. avec des cartes, tout simplement. Il y a 3 types de cartes, donc c'est l'invasion des plantes, il y a les bonsaïs, les cactus et les fleurs. Et tout simplement, on va avoir ces cartes-là, qui représentent ces 3 types de plantes, et on va les jouer dans notre espace perso pour tenter de faire une ligne, une colonne ou une diagonale de 3 cartes. Ni plus ni moins. À chaque fois qu'on réussit à faire une ligne, colonne ou diagonale de 3 cartes identiques de même fleur, donc on avance sur sur cet petit plan de la ville, on avance le jeton de la couleur qu'on vient de faire pour au final, le premier joueur qui atteint avec une plante le centre-ville, tout simplement, remporte la partie. Et donc à 4 joueurs, on joue ça en équipe, on peut très bien jouer chez toi, chez moi, des cartes chez son partenaire pour tenter de faire des alignements. C'est tout simple. Mais c'est oui, dit comme ça, c'est con, tout simple, mais tout con, mais ça marche bien. Et c'est ultra efficace. Franchement, moi, j'ai vraiment adoré ce jeu. C'est pareil, c'est un jeu où tu peux jouer sans te prendre la tête, mais ça fonctionne terriblement bien. Sans vraiment... Oui, ça révolutionne rien, mais c'est bien fait. Non, mais voilà, mais ça marche. Fait, ça marche. Ouais. Donc ça arrive chez Old Chap Game. On n'a pas d'infos sur les auteurs. Je crois que dessus, là, qui sont indiqués là, oui, mais bon. C'est un jeu de... Alors, je vais mettre les lunettes parce que forcément je ne vois rien. C'est un jeu de Paul-Adrien Tournier et illustré par Stéphane Escapa. Voilà pour Green Vaders. Est-ce qu'on aurait une date de sortie? Le 15 mai. Green Vader. Ouais. Voilà, donc ça arrive dans peu de temps. Et salut Didou 1973, bienvenue. Oui, bon dia, puisqu'il dit coucou les Catalans. Bon dia. Oui, ça vaut le coup de découvrir Green Vaders. Ouais, parce que ça se joue très bien à 2. Alors, on n'y a pas joué à 2, mais j'imagine que c'est la même le truc. Et à 4, ça se joue très bien. À 4, c'est très très chouette. Ouais. Franchement, c'est une toute petite boîte, vous avez vu. Oui, parce qu'on n'a pas trop parlé des effets des cartes. Alors, il y a quelques petits effets. C'est des effets qui embêtent bien, pour bien embêter. Il y a beaucoup d'interactions. Il y a des effets de cartes suivant. Si on positionne telle carte à côté d'une autre, tel type de carte, on va pouvoir aller supprimer une carte chez l'adversaire, ou déplacer des cartes. Aller chercher des cartes dans la rivière, voilà. Non, mais c'est les pouvoirs qui font tout aussi. Ouais. Non, c'est très fun. C'est chouette. Ouais. Je vais le mettre dans ma wishlist d'ailleurs. Tiens. Hop là. First Giants. Alors, vis ma vie de paléontologue, j'ai envie de te dire. Qui allons exposer, faire des expositions de dinosaures. De Grononos. Voilà, exactement. De 5 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 30 minutes. C'est chez Space Cowboy, c'est un jeu de Brett J. Gilbert et Matthew Dunstan et illustré par Jessica Cognard et Maud Chalmel. Pour la couverture. Pour la couverture et avec une ou un graphiste, je ne sais pas, Joëva Gobin. Il a été sélectionné au Sablier d'Or. Et c'est vrai que 30 minutes, oui, c'est quand même un jeu rapide. C'est vrai. Ouais. Alors la boîte est pas très grande, mais elle est remplie en fait. Sous ces airs de jeu expert, pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas du tout expert. C'est petit initié. Donc on va avoir différentes zones de jeu qu'on ne voit
pas Il y en a ici, 4. mais qu'on voit. Parfait, cette illustration est parfaite, vous voyez. Au centre de la table de jeu, on va avoir 4 endroits. Ouais, 4 sites. 4 sites où De on fouilles, va hein. aller récupérer eh bien, tout simplement ces cartes. Les cartes sont toujours numérotées de 1 à 3. Avec certaines cartes, ce sont des œufs qui sont avec des points d'interrogation, hein, qui n'ont pas de valeur. Effectivement, c'est un joker. Donc, je vais prendre un de mes jetons. J'en ai 4. J'en ai 4, effectivement. Je vais le positionner donc sur un des sites de fouille et je vais tout simplement prendre une carte. Cette carte-là, je vais la positionner ici, au-dessus de mon plateau perso. Pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Sauf s'il y a un effet immédiat avec le petit éclair, généralement, qui me permet de prendre soit des points de victoire, soit de l'ambre, ou de transformer. Une autre action que je vais pouvoir faire avant ou après avoir posé mes 4 jetons, c'est de les récupérer. Je peux le faire à tout moment, même si j'ai positionné que un jeton sur un truc, je peux récupérer que un. Idéalement, c'est d'attendre quand même d'avoir positionné les 4, d'avoir récupéré 4 cartes, et de récupérer les 4 pour faire 4 actions. Les 4 actions parmi 2 au choix. Alors, c'est tout simplement récupérer de l'ambre. Si je récupère par exemple 4 de mes jetons que j'aurais positionnés en ayant récupéré 4 cartes, je pourrais donc récupérer 4 ambres, par exemple. Et cette ambre-là, elle va me servir à quoi? Eh bien, à faire des expositions. C'est une autre action que je peux faire également quand je vais récupérer mes jetons, c'est de exposer les cartes que j'ai récupérées. Donc, une carte à 1, c'est un ambre. Une carte à 2, comme on voit qui sont numérotées ici, c'est 2 ambres, jusqu'à 3 pour 3 ambres. Et les cartes œufs, qui n'ont pas de valeur, c'est toujours 2 ambres. Donc ces cartes-là, je vais aller les exposer en dessous. Donc je vais les retourner pour les mettre côté exposition. Alors, le but, c'est de faire donc des collections, on va dire, tout simplement, soit de même valeur, soit que des 1, que des 2 ou que des 3. Donc il faudra que j'en ai 5. Ou alors une exposition par type d'animal, de dinosaure, hein, un mammifère, plutôt un herbivore, des carnivores, un carnivore. Voilà, les dinosaures volants, etc. Donc là, il m'en suffira de 3, mais 3 de la même famille, donc de la même couleur. 1, 2, 3. Et je vais pouvoir mettre des petits chevalets comme ça qui vont définir des points de victoire en plus. Mais c'est tout, voilà, c'est tout en fait. Et c'est ça qui est chouette parce que c'est tout simple. Ouais, c'est pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué que ça, mais il y a énormément de paramètres en plus qui vont se rajouter au niveau des effets de cartes, surtout de pause en fait. Quand tu as extrait finalement les os, avant de les exposer, il y a toute cette gymnastique et puis ce tempo d'exposition. En fait, quand est-ce que j'expose, quand est-ce que je continue à mettre mes petits jetons pour récupérer des os. C'est vraiment ce jeu de tempo qui est le plus, je trouve, qui est le plus passionnant dans le jeu. Parce que les cartes que vous avez récupérées, donc elles sont de ce côté-là, elles ne sont pas exposées, donc elles peuvent rester là très longtemps. Elles ont des effets, elles ont des effets immédiats avec le petit éclair, mais elles peuvent être bénéfiques sur d'autres actions. Il y a des cartes, par exemple, qui vont vous dire de récupérer tant d'ambres suivant le nombre de cartes de famille différentes, par exemple, que vous avez dans votre zone duo. Ou d'autres que je me rappelle qui te disent, dès que tu récupères une carte verte, par exemple, tu récupères 2 ambres. Exactement. Donc celle-là, tu ne vas pas l'exposer, celle-là, tu vas la garder un petit peu. Tu vas essayer de l'attendre un petit peu pour l'exposer. Et puis, il y a donc tu disais effectivement ce tempo, mais il y a aussi cette course, puisque on a des petits objectifs qui sont des petites... petits objectifs comme ça, donc soit d'avoir d'être le premier à réunir une exposition de même famille, par exemple là les verts, mais là il n'a pas réussi parce que il y en a que il manque le 1 par exemple, mais bon, pour l'exemple, donc il récupère cette tuile là qui va lui rapporter 3 points. Pareil pour les mêmes valeurs. C'est-à-dire que si tu as 5 cartes numéro 1 qui sont exposées, tu vas les récupérer, ce petit objectif qui, lui, va te rapporter 5 points. En plus des petits chevalets comme ça qui vont te rapporter des points supplémentaires. Mais quand la collection est complète. Quand la collection est complète, des points en plus. Parce que même si tu fais 2 cartes, là, tu as un petit chevalet qui te rapporte 2 points. Ou 1 point, je sais plus. Et si tu le retournes parce que tu as ta collection complète,
tu as encore un petit peu plus de points que ça. Donc voilà pour First Giant, c'est plutôt... autant la première partie que j'avais fait à Cannes, j'avais pas trouvé ça fifou. Voilà, là, si, je me suis bien amusé. J'ai bien aimé ma partie, j'ai trouvé que c'était fluide, simple, il y a ce petit tempo, encore une fois, qu'on dit, te dire, attends, moi, cette carte-là m'intéresse, est-ce que elle va être disponible à mon tour de jeu, et est-ce que je vais pouvoir y aller également, parce que si je me positionne à un endroit de fouille, eh bien, tant que je n'ai pas récupéré, tant qu'il y a un jeton de ma couleur sur le site, eh bien, je ne vais pas pouvoir y retourner. Donc, s'il y a une carte qui m'intéresse, qui est sur un certain emplacement, eh bien, je vais peut-être pas pouvoir la voir de suite, ou même voir pas du tout. Oui, j'ai envie de te dire, moi, plus on y joue, mieux c'est. Mais voilà, ouais, c'est vrai, c'est une mécanique de construction et déconstruction de moteur. Ouais. Exactement. Et les illustrations sont vraiment très jolies aussi, c'est vrai. Voilà donc pour First Giants. Alors dans la gamme Biseau chez Gigamic, eh bien nous avons joué à Ipso. Il nous gâte pour les jeux d'été. Et ouais, franchement, j'en attendais rien du tout, honnêtement. Et ça marche super bien. Voilà, c'est pas du tout un jeu compliqué. Déjà dans la gamme Biseau en général, c'est toujours des jeux assez simples. Et c'est vraiment. Mais là, c'est simplissime. Ça reprend un petit peu des sensations du jeu du golf. Du ski-jo tout simplement. Ouais. Mais avec un petit truc qui fait que c'est quand même suffisamment différent pour pouvoir vraiment être intéressant. Le but, en début de partie, vous avez une pyramide comme ça de cartes. Seulement, elles sont toutes retournées. Elles sont face cachée. On ne les voit pas. Et comme à la façon d'un jeu du golf, vous allez avoir deux cartes qui sont révélées au centre de la table, disponibles pour tout le monde. Et à ton tour de jeu, tu vas choisir une des deux cartes de disponibles et tu vas la positionner à la place d'une carte retournée. Donc au fur et à mesure, là, ça serait par exemple une fin de partie, toutes les cartes sont retournées. Donc j'aurais pu piocher le 73 et me dire, tiens, je vais le mettre ici. Le but étant de faire des lignes de valeur croissante et si possible, de même couleur. Donc là, c'est un perfect pour la ligne en bas, orange, c'est que des cartes oranges. Elles sont bien de valeur croissante et en plus, il y a des étoiles sur les cartes. C'est du bonus. Donc, une suite qui est croissante, c'est 1 point par carte. Si c'est à la même couleur, c'est 2 points par carte. Et en plus, vous comptez les étoiles. Donc là, ça ferait 2, 4, 6, 8, 10. Et 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 points pour la première ligne. Belle ligne. C'est pas mal. Ici, là, on voit que c'est bien dans l'ordre croissant. Donc 3, 11, 47, 73. Ok, bon, ça fait que 4 points. Il y a 2 étoiles qui sont ici. Là, c'est ça marche aussi 7, 9, 54, ça marche aussi 75, 81. Par contre, c'est dans un monde idyllique. Presque. Parce que si jamais vous avez le malheur, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir remplacer une carte que vous avez déjà mis valeur visible. C'est-à-dire que là, cette ligne-là, le 7, le 9 et le 54, eh bien, si vous dites, tiens, j'aimerais bien récupérer une valeur plus petite que 9, mais en bleu pour avoir les 3 bleus, non. Une fois qu'une carte est posée, vous n'allez pas pouvoir la modifier, la recouvrir ou la changer. Donc, vous vous rendez bien compte qu'au bout d'un moment, vous allez être bloqué. Oui, c'est-à-dire que si facilement bloqué. Cette carte-là, par exemple, par exemple, si j'avais pas retourné un 9 et que, à mon tour de jeu, c'était la dernière carte et que dans les 2 cartes de disponibles, il me restait qu'un 72 et un 86 et que je suis obligé de le mettre ici, ma ligne, elle n'est plus de valeur croissante, elle est tout simplement annulée, ça fait 0 point. Donc il y a ce petit tempo aussi qui est rigolo, un petit peu à la façon d'un ski-jo. Oui, qu'est-ce que je laisse à l'autre, oui, il y a ça, à surveiller. Est-ce que je prends ça ou est-ce que je prends l'autre parce que je sais que l'autre il pourra pas la placer. C'est ça le plus drôle en fait. Non, ouais. Et puis, alors là ça paraît hyper simple, mais en fait au bout d'un moment on est vraiment coincé. Et ça râle. Oui. Ouais. On dit des noms d'oiseaux, voilà. Non, il y a de l'ambiance. C'est vraiment un jeu un petit peu comme Décal, par exemple, pour ainsi sur les boîtes Biseau. Il y en avait un autre aussi que j'aimais bien. Celui-là, il est encore plus simple. Avec les valeurs, tu sais.
que j'aimais bien avec les numéros, il y avait que 3 couleurs, on faisait notre petit tableau building, il fallait avoir un certain nombre de points. Je sais plus. Bon, je sais plus, bref. Toujours dans une gamme biseau. Donc ça fonctionne très bien. Donc si vous voulez avoir un jeu très familial et accessible pour tout le monde, alors là ils disent 10 ans et plus. Je trouve ça quand même un petit peu étonnant. 7. Oui, sur la boîte c'est 7 ans et plus. Oui, c'est extrêmement simple. Donc c'est très accessible. Ouais. Aux alentours d'une quinzaine d'euros, c'est chez Gigamix. C'est un jeu de Alexandre Droit. Voilà pour Ipso, qui nous a de suite convaincus. Ouais. Eh bien, restons dans la gamme Biseau chez Gigamic avec Medievalon. Et ça aussi, ça marche super bien. C'est pas aussi accessible, on va dire, qu'un Ipso, mais ça reste quand même très simple. C'est du 8+, de 5 joueurs à partir de 8 ans. Donc des parties d'environ 20 minutes. C'est très, très fun à jouer. Oui. Là, on est clairement sur un jeu à interaction. Ah oui, vraiment direct. Le but, c'est de faire 3 familles. 3 guildes. Devant soi. Une guilde, c'est au moins 3 cartes de même famille. C'est dommage qu'on n'ait pas de photos. Oui, parce qu'on est dans un univers médiéval, mais extrêmement bien. C'est beau, extrêmement bien illustré. Je trouve ça magnifique. C'est magnifique. Vraiment. Donc on a un certain nombre de cartes en main. Ces cartes-là, ce sont des personnages qui font partie d'une des 12 familles disponibles. Ouais, montre-nous des illustrations. Donc on a un certain nombre de cartes et à mon tour de jeu, j'ai une action parmi 4. La première action, c'est tout simplement de jouer une guilde devant moi. Une guilde, comme je le disais, c'est à partir donc de 3 personnes. Donc par exemple, voici, je vous montre un personnage. C'est une sorcière celle-ci? Non, c'est un magicien. Donc le magicien, les cartes sont avec un petit vernis sélectif. Et donc dès que je joue une carte, une famille de au moins 3 cartes de la même famille, j'applique son effet. Alors là, je sais pas, voilà. Donc piocher 3 cartes pour n'en garder qu'une. Ça c'est encore sympa. Une petite interaction qui n'est pas trop méchante pour les autres. L'étoile aussi. L'étoile, voilà, hein, la famille des étoiles. Toujours avec le petit vernis sélectif. La carte étoile me permet de piocher une carte et tous les autres joueurs piochent une carte. Et puis il y a des cartes qui sont peut-être pas très sympas. Pas très gentilles. Et oui, par exemple l'assassin. L'assassin, lui, quand je le joue donc soit en guilde, mais une autre possibilité, c'est tout simplement de défausser une carte qui va nous permettre donc de pas de faire de guilde devant soi, mais de tout juste appliquer l'effet de la carte qui nous dit par exemple de défausser une carte d'une guilde posée. Forcément, on va aller défausser une carte d'une guilde posée chez notre adversaire. C'est-à-dire que si du coup il avait posé que 3 cartes de même famille dans une guilde et que je lui en défausse une, il ne reste que 2 cartes. Cette famille, retourne dans la main du joueur qui l'a posée. Donc à ce tour de jeu, on peut aussi renforcer une guilde. On peut rejouer une carte et encore une fois, appliquer l'effet de la carte. Et la 4e action, je m'en souviens plus. C'est refaire l'effet d'une guilde déjà posée. Ah ok, je m'en souvenais plus. Oui. C'est pas le truc qu'on fait le plus en fait. Non. On va essayer d'avoir le plus de cartes possible en main pour pouvoir jouer ces familles avant les autres. Puisque dès qu'un joueur a réuni 3 guildes différentes devant soi, il remporte la partie immédiatement. Terminares. Terminé. Voilà. Allez, ciao la Mais il y a beaucoup donc d'effets de cartes qui vont nous permettre donc piocher des cartes, défausser des cartes chez l'adversaire, échanger des cartes, effectivement, voler des cartes dans la main de ses adversaires. Enfin, je crois qu'il y a 12 familles et il y a tout autant en fait de pouvoir. C'est vraiment très drôle. Oui, c'est très nerveux, c'est rapide, tout le monde joue pas en même temps, mais enfin, il y a toujours l'interaction avec tous les joueurs, donc c'est que voilà, c'est ultra efficace. Il y a des alliances qui se créent, enfin c'est vraiment très très bien. Et en plus les cartes sont très bien illustrées, très, très avec ce petit vernis sélectif sur les cartes, c'est vraiment très chouette. Ouais. C'est donc édité et distribué par Gigamic, c'est un jeu de Cohen Backenstein. Voilà pour Medievalon.
Moon Colony Bloodbath. Ah, il est juste là. Bloodbath, ouais. Tu le prends. Un bain de sang. Et oui, ça va pas être de tout repos. La colonie lunaire. Alors ce jeu-là, ça fait un petit moment qu'on entend parler. Oui. Il a fait pas mal parler de lui également à Cannes. Il a été assez publicité. Et moi, je vous avoue que, bof, ça m'intéresse pas. Toi, t'étais passé à côté. Bah non, mais... Complet à cause de l'ADA. C'est quand même très très moche. Excusez-moi. Non, il faut le dire. C'est les... Ce n'est pas à ton goût. Ce n'est pas à mon goût, voilà. Moi, j'aime moi j'aime bien. J'aime les choses jolies, et ça... Mais non, mais c'est un style pulp. Oui. Les années 60. Voilà, c'est ça. C'est 70, les années... On est pulp. dans les années 60, avec dans l'imaginaire, on va coloniser la Lune, et on est aidé par des robots. Mais au bout d'un moment, ce qu'on se rend compte, c'est que ces robots, pas bien se passer. eh bien, ils sont pas vraiment contents de nous. Non, il y a plein de choses en fait. Et ils veulent nous trucider, voilà, tout simplement. Les robots sont pas là pour être des amis. Ils vont se retourner contre nous et ils vont nous trucider, tout simplement. Mais s'il y avait que les robots. Et oui, parce que dans la vie sur la Lune, comme vous le savez bien, il y a des accidents, il se passe des choses qui fait que les colonies, paf, elles dégagent. Hop, toi, tu crèves. Mais du coup, le but du jeu, en fait, c'est de survivre. C'est de survivre. C'est pas forcément de gagner, c'est de d'être pas le perdre. dernier survivant. C'est de ne pas perdre. Ouais, parce que le premier joueur qui perd, c'est-à-dire qu'il n'a plus de personnes dans sa colonie, du coup, il a définitivement perdu, et on va tout simplement calculer les points. Les points, c'est quoi ? C'est le nombre de colons que nous avons dans notre zone. Oui, la partie prend fin et on compte le nombre de colons. Exactement. Mais c'est quoi l'originalité du jeu ? Et ce qui fonctionne super bien, au-delà de ce j'ai trouvé ce jeu excellent. Je me suis vraiment amusé, même si j'ai perdu. Mais vraiment, tout le monde joue en même temps et ça marche extrêmement bien. C'est très drôle, c'est très fun, c'est très dynamique et nerveux. En fait, c'est extrêmement nerveux. C'est un deck building, mais vous n'allez pas avoir votre deck de cartes à vous. C'est un deck de cartes commun qui est fait pour tous les joueurs. C'est-à-dire que vous allez révéler une carte et tous les joueurs vont faire l'effet de la carte, soit positif, soit négatif. Et puis il peut y avoir un maître du jeu, ce que je trouve ça chouette, oui, qui va révéler une à une et qui peut animer un peu la chose. Ouais, exactement. Qui va révéler en fait carte par carte, tel événement nous affecte tous, ou alors un événement plutôt positif parfois quand même, des fois des événements positifs qui n'affectent que un joueur en particulier. Parce que ce deck building, on va pouvoir donc l'alimenter avec des cartes que nous on a de notre propre colonie, en fait, de notre propre deck de cartes, que l'on va pas pouvoir jouer nous-mêmes, mais qu'on va ajouter au deck de cartes, en plus, des événements, ou alors des robots, et à chaque fois que les cartes vont être dévoilées, on va appliquer l'effet. Soit un effet qui s'applique à un seul joueur, soit un effet qui s'applique à tous les joueurs. Donc un effet à tous les joueurs, soit un effet négatif, soit une des 4 actions de travail. Il y a 4 dans le deck, il y a 4 actions. Il y a 4 travaillées. Ouais. Donc il n'y a aucun moyen d'épurer le deck. De toute façon, donc les événements négatifs, ça va tomber à chaque fois, pratiquement. Donc les actions de travailler, donc ça va être de générer des crédits, de l'argent. Ces crédits qu'on va pouvoir dépenser également à une autre action, une action de travailler, de construire des bâtiments. Mais ça, ces bâtiments, c'est pour soi-même. C'est pour soi-même, exactement, qu'on va garder sur notre propre plateau. Est-ce qu'on le voit ? Sur notre espace de jeu. Voilà, là c'est mon espace, c'est mon plateau de jeu perso. Donc vous voyez, c'est les cartes là par exemple, que j'aurais pu acheter. Donc avec l'action de construire, c'est tout simplement payer des crédits pour jouer une carte. Donc je vais pouvoir rechercher, c'est tout simplement piocher de cartes. Je vais pouvoir donc construire, donc c'est jouer et payer ces cartes avec des effets médias, des effets fin de partie, des effets permanents suivant les actions que je vais faire. Il y a donc l'effet, l'action exploiter, c'est tout simplement récupérer des crédits. L'action récolter, ça va être récupérer de la nourriture, puisque la nourriture va nous servir à, on va dire, pas nourrir nos colons, mais en tout cas, suivant le nombre de bâtiments, il y a une carte qui nous dit
c'est l'action à table, tout simplement. Donc c'est là qu'on va devoir dépenser autant de nourriture que de cartes qu'on a devant nous. Si t'as pas de nourriture, eh bien c'est des colons qui sont ici, donc c'est représenté par des petits jetons qui vont mourir si on n'arrive pas à nourrir en tout cas les bâtiments. Et il y a une action stocker, c'est prendre des caisses qu'on voit ici. Et ces caisses-là, on va pouvoir les positionner, on va pouvoir les jouer sur des cartes. Et certains effets vont nous dire de défausser une caisse pour faire tel effet. Gagner des sous, récolter de la nourriture, ou piocher des cartes, ou construire des cartes. Ça fait des points aussi. Et donc ça fait des points. Et puis il y a une espèce de petit dungeon building en fait, avec ces trucs. C'est super efficace, vraiment. Il faut pas faire la même bêtise que moi, c'est-à-dire s'arrêter aux illustrations et penser que c'est un jeu un peu costaud qui va vous demander de beaucoup réfléchir. Non, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est ultra nerveux, c'est ultra dynamique, tout le monde va jouer pratiquement en même temps, parce que même si c'est des cartes qui sont destinées à un joueur, eh bien, tu retournes une carte, le joueur fait son effet, c'est au tour du joueur suivant, enfin, c'est une carte suivante. Donc, en fait, voilà, c'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a aucun temps mort, c'est nerveux, dynamique, et en fait, tu ne fais que pratiquement perdre. Oui, tu perds tout le temps. T'es toujours en train de défausser des colons. À chaque fois, paf, ils s'en vont. Et il y a très peu d'actions qui fait que tu peux en récupérer. À part des cartes, les bâtiments. Oui, et quand tu récupères, c'est ultra satisfaisant. Voilà. Oui, parce qu'il y a des cartes, vous voyez, il y a le coût en crédit qui est en haut à gauche, mais il y a le nombre de colons en fait que vous avez. Les habitants, ils sont également indiqués en haut. Donc vous avez le nombre d'habitants qui sont ici, mais vous avez également le même nombre qui est indiqué ici. Donc là, sur cette carte-là, je crois qu'il y a marqué, je sais pas, 18 peut-être. Ok. Donc là, j'ai 18 habitants au moins. Tu vois. Donc après, à la fin de la partie, dès qu'un joueur n'a plus de cartes et n'a plus de jetons de colons ici, il est éliminé et ce sont les autres qui vont compter le nombre de colons et le nombre de colons qu'il y a indiqué sur les cartes. Celui qui en a le plus remporte la partie. Il faut vraiment essayer de survivre jusqu'au bout et de conserver finalement les cartes qui te donnent le plus de colons. Et c'était très très bien. Franchement, c'est beau. Ça rigole beaucoup et autour de la table, c'était ça une râle ambiance un peu, de mais folie. Jusqu'à la fin, en fait, tu espères. Tu espères, tu dis c'est bon, allez, il y a une carte qui va me dire que je vais pouvoir gagner des trucs. Mais non, c'est toujours perdez 5 coco-colons, perdez 7, voilà, bon. Mais c'est vraiment c'est très très bon. Max, tu me dis, je crains qu'il soit dur à amener sur certains publics. J'aurais aimé qu'il garde le côté illustration à l'ancienne, mais avec quelque chose de plus sympa à l'œil quand même. Ouais, mais écoute, au final... c'est un parti pris, c'est vrai qu'on adhère ou pas, mais... Ouais, après, une fois que t'es lancé dans la partie, tu fais regardes trop attention, donc c'est plus très très grave, en fait. La DA et les illustrations, c'est toujours, je le dis souvent, c'est toujours un prétexte qui sert ou pas, mais qui sert la mécanique. Mais là, dans ce jeu-là, en tout cas, voilà, tu te dis, bon, c'est très moche, mais... ça marche tellement bien qu'au final, tu t'en fous, quoi. Même c'est pas si moche. Et c'est ça, c'est le jeu, oui. C'est pas gagner qui est le plus important, c'est de ne pas perdre, en fait. Bon, après, si tu gagnes, c'est bien, mais le but principal, c'est de ne pas perdre. Oui, et de conserver un maximum de cartes qui te ramènent le plus de colons possible. Plus que les autres, en tout cas. Voilà. On a fait le tour. Mais oui. Ça a été rapide. Donc là, on va faire le récap du récap. On vient donc de vous parler de Moon Colony Bloodbath, qui est génial. Il est encore meilleur qu'il n'est beau. Medievalon, lui, il est aussi bon que beau. Il est ultra efficace. Il coche toutes les cases. C'est très très bien ce petit jeu. Et toujours Ipsos aussi, efficace dans les jeux sans prise de tête un petit peu à la Skijo. Ça marche, c'est très bien. First Giants, pas si expert que ça, assez accessible au final, dans lequel on va tenter de faire la plus belle exposition de fossiles de dinosaures. Ça aussi, c'est ultra efficace avec Green Vaders.
un petit jeu qui reprend le principe du morpion, avec des bonsaïs, des cactus et des fleurs, pour tenter de envahir le centre-ville. Spooky Tower, lui, c'est son centre-ville avec l'horloge cassée, les fantômes se sont barrés, eh bien on va tout simplement tenter de les capturer avec des lancers de dés et des cartes avec des probabilités. Est-ce qu'il y a un fantôme? Est-ce qu'il n'y a pas un fantôme? Mais il faut le savoir en retournant des cartes et les dés. Hero, petit tableau building à la Château Combo plus, avec pas mal de phases de jeu dans lequel on va tenter de faire le plus de points et des chaînages également. Et Bella Vista, on va jouer les urbanistes en jouant et en posant nos bâtiments pour tenter de se positionner au meilleur endroit sur le quartier pour apporter plus de points que ses adversaires. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou même un petit commentaire en plus. Ça prend 2 secondes. Sinon, n'hésitez pas également à venir sur Twitch, comme on le voit ici avec Max. Merci Max d'avoir participé, d'avoir discuté avec nous ce soir. On se retrouve sinon sur Insta, vous le savez peut-être maintenant, j'espère, le Meeple Vert et des jeux des livres où on parle pareil des jeux de société, où on vous fait des reviews, des chroniques de jeux de société, et puis tous les jours en story où on va vous partage nos découvertes ludiques. On vous souhaite de passer une bonne soirée, bonne journée, amusez-vous bien et à bientôt. Ciao ciao, salut. Je sais plus où c'est. Il sait plus.